Voilà. Alors, nous allons démarrer. Une petite chose, parce que bon, sur l'affiche, on s'est présenté comme un philosophe praticien. Je vais en dire deux mots, histoire de, après, dans les discussions, si vous pouvez être surpris de ce que je fais. C'est une activité qui n'est pas très répandue, mais que je fais, que j'ai démarré, que je forme des gens un peu aux quatre coins du monde, mais d'autres personnes qui le font aussi, qui est un peu inspiré pour ceux qui connaissent, de l'héritage de Socrate, qui est que la philosophie, c'est pas parce qu'il y a une philosophie qui s'appelle académique, où on fait des cours sur l'histoire de la philosophie, sur les grandes idées. L'idée du philosophe praticien, comme Socrate, c'est d'utiliser la philosophie dans la cité, dans le rapport au quotidien. Voilà. Dans les questions que les gens peuvent se poser sur la vie, sur les relations, sur n'importe quoi. Entre autres, j'ai beaucoup travaillé sur comment on peut philosopher avec des enfants, parce que contrairement à la philosophie académique, il peut se faire qu'à un certain âge, en France en terminale, à partir de terminale, c'est comment on peut philosopher déjà avec des enfants petits. J'ai commencé avec même des enfants maternels. Alors évidemment, il faut adapter, hein, mais bon, après on pourra discuter plus tard, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que philosopher avec les enfants. Ceci dit, j'ai fait un certain nombre de livres chez Nathan, j'en ai amené quelques-uns là, justement, qui sont des livres qui sont faits pour les enfants et pour leurs parents, parce qu'en fait, quand on veut philosopher avec les enfants, ce qu'on espère, c'est toucher aussi les parents à travers ça, parce que souvent, les dialogues, on va dire, intéressants, ne sont pas toujours au rendez-vous dans les familles, où souvent le dialogue, c'est des choses pratiques, c'est ce qu'il faut faire, pas faire, c'est le brosser les dents, c'est passer à l'école, c'est ce qu'on aime, mais pas réfléchir sur les grandes questions de la vie. Et ça, tout petit, un enfant déjà se pose des questions, pas toujours très articulées, mais se pose des questions. Voilà. Donc, ce qui fait que je vais vous présenter quelques idées sur le thème d'aujourd'hui, qui est sur la colère. Mais s'il y a quoi que ce soit qui vous chagrine, que vous ne comprenez pas, vous avez une objection, alors n'hésitez pas, parce que justement, au maximum, j'espère que ce soit un dialogue. Voilà. Mais après, ce n'est pas juste deux monologues, il se peut que je vous questionne. Après, si vous ne voulez pas, vous me dites, non, moi, personne ne me questionne. Bon, vous n'êtes pas la police, si vous voulez. Mais sinon, l'idée, c'est qu'à travers le questionnement, à travers le dialogue, la pensée, elle se modifie, elle évolue, elle se travaille, voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas, pour tout vous dire, parce que des gens, les questionner, ça leur va très bien, d'autres, ça les agace un peu. Donc, ne vous inquiétez pas, si après dans la discussion, je vous questionne, ça vous embête, vous me direz, et j'arrêterai, voilà. Il n'y a pas de problème, il faut être flexible dans ce genre d'activité. Voilà. Mais souvent, quand je questionne, c'est parce que c'est soit pour clarifier, soit pour soulever un problème dans ce qui a été dit et pour faire avancer la pensée. Ce n'est pas un débat rhétorique où il faut montrer qu'on a raison. Voilà. Et d'ailleurs, les quelques idées que je vais vous présenter maintenant, en guise d'introduction à la réflexion, ce n'est pas parole d'évangile, c'est des réflexions que la philosophie n'est pas une science, hein, elle ne prétend pas dire les choses avec certitude, ni non plus une religion avec conviction. D'ailleurs, si vous prenez différents philosophes, ils vont avoir des idées même carrément opposées, hein, sur un thème ou un autre, sur un concept ou un autre. Donc, ça n'a pas vocation à être d'accord, hein, ce n'est pas une parole d'évangile, ou accepter, mais ça a vocation à ce qu'on se comprenne, et qu'on puisse dialoguer. Voilà. Donc, mon petit préambule sur la démarche elle-même. Est-ce que quelqu'un a une question sur déjà ce que je viens de raconter, quelque chose vous embête ou vous intrigue? Vous n'hésitez pas, vous levez la main, on vous écoute. Non? Bon, très bien. Mais, en tout cas, quand je parlerai, n'hésitez pas, parce qu'il se peut que parfois je dise des choses trop rapidement, c'est pas clair, ou bien, voilà, vous dites non, ça me fait bizarre ce que vous dites, vous levez la main, vous parlez, enfin voilà, vous vous exprimez. Bien. Donc, la question, c'est pourquoi nous mettons-nous en colère? Alors, j'imagine, si vous êtes des êtres humains, ça doit vous arriver périodiquement de vous mettre en colère. Bien que, entre autres, en discutant avec ma voisine qui est au fond, expliquait que parfois ça peut prendre d'autres formes. Mais bon, on met ça de côté pour l'instant. Voilà. Mais en général,
l'être humain se met en colère périodiquement, hein, plus ou moins fréquemment, mais enfin il se met en colère. Voilà. Alors, d'abord, première chose, c'est une petite apologie de la colère, d'abord, parce qu'on peut dire que c'est pas bien, on va pas se mettre en colère, et en général, c'est vrai qu'on essaie plutôt, quand on éduque un enfant, par exemple, plutôt de réduire la colère. C'est rare, ça peut arriver qu'on lui dise, bon là, il faut que tu apprennes à te mettre en colère. Ça arrive, hein, mais c'est plus rare. Ce qui est plus fréquent, c'est d'apprendre à réduire, contrôler, sublimer sa colère. Mais donc d'abord, je voudrais dire quelques mots rapidement sur la légitimité de la colère. Alors, d'abord, c'est un phénomène naturel qui n'appartient pas qu'à l'être humain. Ceux qui ont un chien, par exemple, ont déjà pu voir que leur chien se mettait en colère. Par exemple, quand c'est un chien qu'ils n'aiment pas, hein, ils ont une manifestation, ce qu'on peut appeler la colère. Alors après, on peut toujours accuser, dire que c'est de l'anthropomorphisme, mais bon, c'est une forme de colère, voilà. Donc la colère, c'est quelque chose qui appartient au règne du vivant, en particulier aux espèces plus développées, on va dire, dans l'évolution, voilà, hein. Mais c'est quelque chose qui appartient, hein, à la nature animale, hein. Donc, dans certains cas, évidemment, je ne sais pas si les fourmis se mettent en colère, mais bon, en tout cas, les espèces plus évoluées se mettent en colère. Et c'est un phénomène qu'on va appeler neurophysiologique. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il traite donc du système nerveux, donc du psychisme, et en même temps, c'est physiologique. Hein, la colère, c'est physiologique. C'est neurophysiologique au même titre que la peur, par exemple. Hein, la peur, c'est aussi un phénomène neurophysiologique. Hein, voilà. Hein, donc, ce sont des phénomènes qui appartiennent au vivant et qui ont une fonction particulière. La crainte, par exemple, pour prendre un parallèle rapide, la crainte, c'est un peu évident, c'est-à-dire qu'il y a un animal qui est menacé par un autre, et avant même que quoi que ce soit se passe, il va avoir une réaction. Alors, il y a différents types de réactions, hein, de la peur. La 3, c'est les plus classiques. Hein, c'est on fuit, plus classique, on fuit. On attaque. D'ailleurs, ceux qui ont un chien ont déjà remarqué, c'est que même quand le chien a peur, il va attaquer, hein, même quand il a peur. Voilà. Ou bien on paralyse. Hein, et par exemple, ce qui peut se passer dans du gibier devant un animal prédateur, il peut paralyser. Voilà, c'est les 3. Et l'être humain, c'est pareil. Hein, quand on a peur, on peut soit fuir, se battre ou être paralysé. Ça, c'est pour la peur. Maintenant, pour la colère, quelle est donc, si la peur a pour fonction de nous réagir adéquatement devant une menace à notre intégrité biologique, la colère a une autre fonction. La colère, elle a la fonction de rassembler de l'énergie pour quelque chose que nous voulons faire. Voilà. Hein, c'est-à-dire que la colère, elle nous met en mouvement, d'ailleurs, on dirait de cette manière la peur peut-être aussi, mais la colère, c'est un moment où il y a quelque chose que l'on doit faire, et il faut rassembler l'énergie. Hein, c'est comme une sorte de concentration d'énergie pour accomplir quelque chose. Voilà. Hein. Un chien se met en colère, même s'il a peur, c'est qu'il va rassembler de l'énergie pour attaquer. Hein, voilà. Donc, ça a une fonction en gros, ça a une fonction d'agression. C'est une fonction d'agression où il y a quelque chose qui fait obstacle, on a du mal à le faire. Je vais prendre un exemple, c'est de la colère, c'est un semblant de colère, mais quand même c'est intéressant, c'est l'haltérophile, hein, qui a du mal à soulever un poids. Tout d'un coup, il va faire... et qui va réussir à soulever, hein, le poids en se mettant... Alors, on va dire c'est une colère similée, mais quand même, c'est le même principe de la colère. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tension énorme qui est mise dans le système nerveux, dans le système sanguin, qui va faire à ce moment-là que tous nos efforts, tout notre corps va être concentré dans une tâche particulière, voilà, hein, et totalement sur cette tâche, de manière, on va dire, démesurée. C'est excessif. Hein, c'est excessif, tellement qu'on ne peut pas rester dans cet état. L'haltérophile qui fait ça, il ne peut pas faire ça pendant 1 heure, il va le faire pendant 1 minute. Et d'ailleurs, la colère, les psychologues disent que la colère, on ne peut pas tenir plus que 7 minutes. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais enfin, l'idée, on ne peut pas être en colère de manière indéterminée. Ça se transforme. Il y a d'autres choses, j'en parlerai tout à l'heure. Par exemple, le ressentiment, qu'on peut appeler aussi une colère froide. Mais la colère, strictement parlant, on ne peut pas rester en colère. Voilà. C'est d'autres choses. Hein. Là, après, si ça vous pose problème ce que je raconte, vous me direz. Hein, d'ailleurs,
dès maintenant d'ailleurs si vous voulez, mais en gros c'est que alors pourquoi? La colère, c'est une émotion. Et ici, je vais devoir faire une petite distinction entre deux choses que souvent on confond, c'est le sentiment et l'émotion. Voilà. Hein. Un sentiment, on peut le conserver pendant un certain temps. On peut le conserver, vous voyez. Hein. L'idée, c'est que si on a alors, un sentiment, par exemple, si on a une anxiété, c'est plus un sentiment. Et on peut rester anxieux toute la journée, ou même toute la vie. Il y a des personnes qui sont anxieuses. C'est un sentiment. Et d'ailleurs, une manière dont vous allez pouvoir le distinguer, c'est que ça ne se voit pas nécessairement. Physiologiquement, il n'y a pas de transformation. Alors que l'émotion, en gros, si c'est une émotion, il y a une manifestation physiologique. Plus ou moins fort, plus ou moins visible, mais en général, en gros, ça se voit parce qu'il y a une transformation du corps. Par exemple, la couleur, hein, dans la honte, la peur, la colère, on voit les teintes de la peau changent. Voilà, hein. Donc il y a une manifestation qui est physiologique. Voilà. Et d'ailleurs c'est pour ça, parce que c'est une transformation assez accentuée, elle ne peut pas se maintenir très longtemps. Alors qu'un sentiment, lui, peut se maintenir, il est plus tranquille, voilà, on ne peut pas dire qu'il est agréable nécessairement, mais il peut se maintenir, hein, le sentiment. Mais l'émotion, donc, c'est un sentiment intense, si j'allais pour faire une distinction, avec une manifestation physiologique. Différence entre sentiment et puis émotion. Mais souvent, les deux sont utilisés dans le langage courant de manière un peu indistincte. Voilà. Bien. Oui. Le courage permet, entre autres, de rassembler aussi son énergie. Alors c'est un sentiment? C'est une émotion, c'est une volonté? Eh ben non, là, le courage, c'est plutôt une vertu. C'est-à-dire que cette vertu, c'est-à-dire qu'il demande de faire un travail sur soi. Alors, j'ai peur de faire quelque chose, je me dis, bon, écoute, Oscar, bon là, ça ne va pas. Hein, tu n'as pas de raison d'avoir peur, tu n'as pas de raison, tiens, tu procrastines, ça ne va pas. Allez, tu vas faire un effort d'être courageux. Bon, c'est plutôt, là, en effet, c'est plutôt de l'ordre de la volonté, c'est pour ça que c'est une vertu. Voilà. Hein. Les émotions n'est pas dans l'ordre du bien et du mal. Enfin, on peut trouver que c'est pas bien de te mettre en colère, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre neurophysiologique, alors que le courage, c'est vraiment quelque chose, c'est un idéal qu'on se donne. Ça va? Voilà. Donc on est dans... Alors, évidemment, toutes ces choses, on peut dire, bah, ça se recoupe, parce que si j'ai peur, mais justement, le courageux, on dit que le courageux, bah, il doit avoir peur, parce que s'il n'a pas peur, il n'est pas courageux. Donc le courage, justement, c'est la capacité, hein, par une action de la volonté, de dépasser sa peur et dire « je vais le faire quand même ». Mais là, c'est déjà plus intellectualisé, vous voyez, il y a déjà une vision morale, il y a une vision... Voilà, c'est déjà, il y a un travail plus de la pensée, hein, dans le courage. Ça va? On n'est pas courageux, naturellement. Ou alors, si vous avez quelqu'un qui fait quelque chose, puis l'autre, ça lui fait très peur, et il va dire « oh là là, qu'est-ce que tu es courageux ?» Et on dit « alors là, je comprends pas, je ne vois pas. » Voilà. Tiens, exemple, moi que j'ai régulièrement, je me promène la nuit. J'adore me promener la nuit, à 10h du soir, je me promenais dans les bois pendant 2 heures. Les gens disent « alors, l'hiver, qu'est-ce que tu es courageux ?» Alors là, je dis « je vois pas. » Moi, j'adore me promener dans les bois la nuit, quand il fait froid. Je n'ai pas spécialement de courage. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un jugement. La colère, ben, en gros, c'est quelque peu objectif. Quelqu'un est en colère, on ne va pas dire « ah ben non ». Alors si, vous avez des gens qui vous diront ben, « pas du tout, pas du tout ». Hein, souvent, ça c'est la négation de la colère, c'est un grand classique. Ils vont dire « pas du tout ». Et en général, ils le disent avec un ton colérique. Voilà. Donc là, c'est autre chose. Ils sont objectivement en colère, mais ils nient leur colère. Voilà. Alors quand je raconte ces histoires-là, il y a des gens qui disent « ah tiens, il parle de moi, il parle de mon voisin ». Voilà. Alors, en général, oui, on se reconnaît dans ce genre de choses, mais on n'aime pas reconnaître qu'on est en colère parce que, justement, il y a problème. Et ce problème, je vais en parler dans 2 minutes. Voilà. Il y avait autre chose? Non? Bon, je dis, n'hésitez pas. Merci pour cette question. Voilà. Alors maintenant, je voudrais essayer de décomposer la colère. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la colère, on le prend comme une chose un peu indivisible. Bah non, la colère, justement, c'est une composition. Une composition sur le plan, on va dire, psychologique. Voilà. Alors, pour être en colère, il y a différentes conditions. La première, il faut vouloir quelque chose avec beaucoup de, je dirais, avec un désir très puissant. Voilà. Hein. Si je ne veux pas quelque chose avec un désir très puissant,
j'ai pas de raison de me mettre en colère, ça n'a pas de sens. Je peux être déçu, je peux être pas content, je peux être, je sais pas, mauvaise humeur, je peux être ce que vous voulez, je peux être triste, voilà. Hein. Mais pour qu'il y ait de la colère, déjà, il faut que le désir soit bien soutenu. D'ailleurs, si vous voulez discuter avec quelqu'un qui se met en colère, c'est une question intéressante, mais qu'est-ce que c'est que tu veux à tel point, avec une telle force que tu te mets en colère? Parce que souvent, les gens qui se mettent en colère ne sont pas conscients de pourquoi. C'est-à-dire, ça les prend, ils se mettent en colère, mais quand vous essayez de clarifier avec eux, souvent, c'est pas clair. Hein. Donc, c'est intéressant toujours pour soi, et aussi pour le voisin, de dire qu'est-ce que tu veux? Première question, que veux-tu? Et pourquoi le veux-tu avec tant d'insistance? Hein? Qu'est-ce qui se passe si tu l'as pas? Voilà. Première réflexion, c'est qu'on veut quelque chose avec beaucoup d'insistance. La deuxième condition, c'est qu'on ne l'obtient pas. On ne l'a pas. Hein? Parce que si je veux quelque chose avec beaucoup d'insistance, qu'on me le donne, je ne suis pas en colère. Donc deuxième chose, c'est que je ne l'ai pas. Hein? Je ne satisfais pas mon désir. Donc il y a un désir, et puis une frustration du désir, c'est-à-dire que je n'obtiens pas ce que je veux. Voilà, ça c'est la deuxième partie de la colère. Troisième mouvement de la colère, c'est que je ne sais pas comment l'obtenir. Parce que si je veux quelque chose, je ne l'ai pas, et je sais comment l'obtenir, c'est pas compliqué. Je le fais, j'y vais, je n'ai pas de raison de me mettre en colère. Je vais faire la démarche qui peut me satisfaire mon désir. Voilà. Donc, il y a une ignorance, une forme d'impuissance, c'est que je ne sais pas comment satisfaire. Vous voyez, donc on a déjà trois éléments. Je veux quelque chose avec beaucoup de force, je n'obtiens pas, et je ne sais pas comment l'obtenir. Donc on peut appeler ça ignorance, impuissance. Donc quelqu'un qui se met en colère, il y a un aveu, il ne s'en rend pas compte, mais il y a un aveu d'ignorance ou d'impuissance. Sinon, pourquoi il se mettrait en colère? Il ferait ce qu'il a à faire pour obtenir ce qu'il veut. Voilà. Hein. Vous voyez, c'est déjà très chargé ce qui se passe dans la colère. Voilà. Et puis, le quatrième, c'est un peu la conclusion de tout ça, hein, c'est un sentiment d'impuissance, de frustration, d'impossibilité, d'inadéquation. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je ne peux pas, je ne sais pas comment l'obtenir, je suis renvoyé un peu à ma propre nullité. Voilà, en gros. Alors, je ne sais pas si ça fait peur quand je parle de ça, mais personnellement, dans mon travail, je me suis rendu compte que l'ombre de la nullité est toujours présente chez l'être humain. La seule différence, c'est qu'est-ce que c'est qui fait qu'il se sent nul. Voilà. C'est la seule différence, mais en gros, c'est toujours là, hein, chez l'être humain. C'est une des choses que différents philosophes comme Pascal et autres ont identifié. C'est toujours quelque chose à travers l'absolu, l'immense, le parfait, hein, Dieu, ce que vous voulez, la perfection, la raison. Et puis toujours, ça vient avec, c'est l'absolu négatif, c'est le néant. C'est pour ça que quand Sartre écrit, par exemple, un traité d'ontologie, il écrit l'être et le néant, parce que ça va ensemble. Voilà. Donc, il y a toujours chez l'être humain une sorte d'ombre du néant qui rôde. Alors après, comment se manifeste ce néant? Ça varie. Ça varie. Je vais vous donner quelques-uns des schémas, les plus classiques, hein, qui peuvent expliquer la colère de quelqu'un. Par exemple, se sentir stupide. Les personnes pour qui se sentir stupide, c'est terrible. D'autres s'en foutent. Voilà. Et parfois, c'est pas évident à comprendre parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ailleurs qu'en France, mais en France, on est un pays où il y a une obligation d'être intelligent. On ne peut pas, il faut être intelligent. Il n'y a pas de place pour les idiots. Voilà, on n'a pas le droit d'être idiot. Alors, je vais prendre un exemple opposé où j'ai vécu longtemps, qui sont les États-Unis. Il n'y a pas de problème d'être idiot aux États-Unis. D'ailleurs, on peut même s'inventer. Bon, moi, je suis idiot. Et puis on est sympa, on est bien, on peut même être élu président en disant des conneries à la queue leu. Ça ne pose aucun problème. Non mais parfois je vois les gens qui n'ont pas toujours compris ce qui s'est passé avec Trump. Mais comment on peut voter pour un crétin pareil? Ça ne pose pas de problème. Et d'ailleurs il y a un film qui était pas mal là-dessus, Forrest Gump. Je sais pas si c'est ça, le type il est idiot mais il a un succès fou. Voilà. Hein, et je me rappelle, entre parenthèses, quand j'étais à la fac, c'était rigolo, il y avait un type, il tombait toutes les filles. Et puis on dit, mais qu'est-ce qu'il est con, comment il fait? Et il a dit, oui, parce que vous compliquez la vie, moi je suis ce que je suis, je dis aux filles, puis elles sortent avec moi, voilà. Et pour nous c'était bizarre, parce que bon, on voulait être intelligent.
intelligent, peut-être mon côté français voulait être intelligent, ne comprenait pas. Le style qui pour lui était très bien, et ça marchait très bien. Voilà. Donc il dit ça parce que ce qui fait peur, ce qui nous hante, c'est pas pareil selon les cultures. Hein, voilà. Bon, en travaillant, je travaille dans beaucoup de pays, je me suis aperçu quand même c'est très fort. Donc, je reprends. Donc, entre autres, être idiot pour certains, être pris pour un idiot, en France, c'est terrible. Pris pour un idiot, voilà. Alors, pour d'autres, ça va être la mort. Hein, la mort, c'est tout ce qui fleure la maladie, la mort, ça les insupporte. Hein, ils sont renvoyés à leur néant d'être. Voilà. D'autres, c'est d'être inutile. Les gens qui veulent absolument être utiles, ils vont rendre service, ils veulent être inutiles. Terrible pour eux. Voilà. D'autres, c'est la solitude. Tout ce qui renverrait de la solitude, il faut qu'ils trouvent de la compagnie. Il faut qu'ils trouvent les gens autour d'eux. Ils ne peuvent pas être seuls. C'est terrible, il faut toujours de la solitude. Hein. D'autres, c'est d'être aimé. Il y a des personnes qui... Voilà, l'idée de ne pas être aimé, ils ne peuvent pas. Il faut être aimé. Voilà. Alors, bon, en général, ils ont une vision un peu tragique de l'amour. Pourquoi? Parce que cet amour est un besoin nécessaire. Alors, on me dirait que tout le monde a besoin d'être aimé. Oui et non. Parce qu'à ce moment-là, c'est une question de proportion, je dirais. Hein, là, je parle de gens pour qui ne pas être aimés, ils sont renvoyés à leur néant. S'ils ne sont pas aimés, on dit, bon, écoute, je ne suis pas aimé, bon, pas la fin du monde, j'ai d'autres choses. Voilà. Hein. D'autres, c'est d'avoir quelque chose à faire. Voilà. Il faut qu'ils aient quelque chose à faire. S'ils n'ont rien à faire, alors c'est terrible. Hein. C'est l'ennui, c'est ça. Voilà. Et ils sont renvoyés à leur néant. Voilà. Hein. Bref, pourquoi je vous donne un peu ce petit panorama? C'est pour dire que l'être humain, il y a toujours, contrairement à l'animal, qui est bon, en gros, s'il mange, il boit, il se reproduit, il est content, tout va bien. Il ne se pose pas de grands problèmes. Mais l'être, et puis si évidemment il protège son intégrité biologique, hein, voilà. Mais l'être humain, certains disent, Aristote dit c'est l'animal rationnel, on dit c'est l'animal misérable. Ben, on trouve toujours des manières de ne pas être content, d'être malheureux, de ne pas avoir. J'ai oublié aussi la pauvreté, pour certains la pauvreté, le manque, c'est terrible. Hein. Bon, bref. Mais l'idée qu'on a toujours des angoisses, des inquiétudes, tout ça. Et au moment où justement il y aura un objet un peu concret, tiens, vous voulez gagner beaucoup d'argent, et puis tout d'un coup, hein, vous risquez de perdre quelque chose, de l'argent, un contrat, j'en sais rien, n'importe quoi. À ce moment-là, c'est là que la colère va se manifester. C'est-à-dire au moment où ce que vous craignez par-dessus tout, hein, c'est ça qui va se manifester. À ce moment-là, ce que je veux avec intensité, je ne l'ai pas. Hein, ou je sais pas, quelqu'un, par exemple, ça va être... mon mari ne s'occupe pas de moi, pour un autre ça va être, je sais pas, on me prive de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. Hein. Donc, la colère est de ce point de vue-là très intéressante. D'ailleurs, quand je travaille avec des personnes, je leur dis, vous vous mettez en colère? Eh bien, écrivez à chaque fois, je me suis mis en colère, et essayez d'identifier la raison. Alors, je ne dis pas que ça va empêcher que vous mettiez en colère d'autres fois, mais ça va permettre déjà de prendre conscience de ce processus de colère en vous, peut-être d'en prendre distance, de le travailler, de modifier peut-être quelque chose. On dit, mais est-ce qu'on peut arrêter? Je dis non, en général, quand on a une manière d'être, alors je parle un peu empiriquement, c'est pas théorique, parce que ça fait des années que je fais ce travail-là, en général, non. L'être humain ne change pas fondamentalement. Si quelqu'un n'a pas peur de ne pas être aimé, ça va sans doute rester toute sa vie. Mais ce qui peut se passer, c'est que ça peut un peu se diluer, on peut prendre un peu de distance, on peut le travailler. La conscience, ça change quelque chose de devenir conscient quand il se pose un problème. Voilà. Donc, autrement dit, en colère, on va se mettre en colère quand, à un moment donné, il y a un désir qui fait face, qui tient à quelque chose qui nous tient à cœur existentiellement, et puis on ne l'a pas, on ne sait pas comment l'avoir, et donc on va se mettre en colère. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que parfois, c'est très étrange. Je prends un exemple que je travaille beaucoup avec les familles, et alors, je travaille beaucoup avec des Chinoises, des femmes chinoises, et puis alors il y a un truc là-bas, c'est elles se mettent en colère parce que l'enfant ne se brosse pas les dents. Donc j'ai dit, ça c'est un classique. Alors il y a d'autres, pour ceux qui ont des enfants qui s'amusent, j'ai repéré un peu les grands classiques de pourquoi on se met en colère pour les enfants, c'est ils ne se brossent pas les dents, ils ne font pas les devoirs, ils ne vont pas se coucher quand on leur demande, ils ne mangent pas, ou ils ne mangent pas assez vite, il y a des trucs assez rigolos, et vous prenez des choses, mais si vous regardez avec un peu de distance, mais enfin franchement,
Pourquoi le fait que l'enfant se brosse les dents, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se brosser les dents, je dis pas que c'est pas... mais pourquoi il y a tout d'un coup un tel enjeu? Pourquoi c'est si dramatique? Pourquoi et vous aurez des conflits. Alors, entre les couples, c'est pareil, je vois parfois des disputes de couple, et vous regardez, mais ça n'a ni queue ni tête. Si vous, objectivement, hein, de l'intérieur, on peut dire oui, parce qu'il me fait tout le temps ce coup-là, je sais pas, alors je vais faire un cliché, mais au mari, je lui demande d'enlever ses souliers boueux à l'entrée, lui il rentre comme s'il ne rien n'était, on voit que c'est pas lui qui nettoie, voilà. Alors, on peut dire que c'est significatif, mais on voit parfois que la colère prend un tel essor dans la famille, c'est là que c'est le plus visible, parce que je pars un peu du principe naïf que le lieu familial devrait être un lieu de paix. Bon, c'est un peu naïf. Je suis bien d'accord, c'est très naïf. Mais enfin, c'est quand même un principe que je trouve intéressant, qu'on se bat à l'extérieur, il faut bien qu'il y ait un lieu de paix. Mais je suis d'accord que c'est un peu naïf et idéaliste. Mais quand même, j'aime bien partir de ce principe-là. Et que donc, quand je fais par mes consultations avec un couple, je dis, pourquoi il y a la colère? Parce qu'en général, le conflit s'articule par la colère. Voilà. Donc, on va essayer de travailler sur qu'est-ce que c'est qu'on veut, pourquoi ça pose tant de problèmes, ainsi de suite. Voilà. Alors, déjà, je vais m'arrêter sur cette petite partie. Là, j'aurai d'autres choses à vous raconter après. Mais déjà, je voudrais voir si ça vous parle, si ça vous pose des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez, ça peut faire écho, hein, moi j'aime bien, comme ça je ramasse des idées, si ce que je raconte fait écho à des expériences que vous avez eues, voilà, ça m'intéresse toujours. Oui. Alors, vous avez parlé de la colère et du sentiment, enfin quand, soit on se sent nul à la fin, parce que voilà, on n'y arrive pas, soit je sais plus quoi, etc. Mais moi, c'est drôle, parce que moi je me mets souvent en colère, et je me sens plutôt incomprise. Je suis en colère parce que j'ai l'impression que j'ai beau développer tous les arguments, et bien en face de moi, rien du tout. Alors moi je parle surtout de ça par rapport aux idées. Oui, aux idées. Oui, alors. Par exemple, il y a plein de choses qui me révoltent dans le monde. Alors, attendez, parce que là, alors, si je vais vous arrêter parce que là, il y a un petit glissement. Bah oui, parce que d'abord, vous commencez à dire, parce que je suis incomprise. Alors, incomprise, c'est vous, ça va? On est d'accord? C'est vous qui êtes incomprise. Et là, maintenant, vous me parlez de ce qui ne va pas dans le monde. Alors là, vous voyez, on a changé de sujet, et c'est là que j'agace les gens quand je fais ça. Et le problème, c'est qu'en effet, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien, mais c'est plus pareil. Si je veux changer l'ordre du monde, c'est une chose. Si je veux être compris, c'est autre chose. Alors, vous pouvez en effet dire « je ne suis pas compris sur ma vision de l'ordre du monde oui. », mais non, ça reste quand même, est-ce que vous êtes d'accord, ce sera même deux choses différentes. Ou non, vous pensez que c'est la même chose? Alors, si je vous pose des questions, vous pensez que c'est trop compliqué, trop abstrait, il ne faut pas hésiter à me dire « je ne comprends pas la question ». Vous la comprenez, ma question? Non, parce que alors, moi, c'est pas préparé. Oui, alors justement, et c'est là que j'ai un travail très ingrat, c'est que je dois arriver à montrer que ça a l'air pareil, mais c'est pas pareil. Autrement dit, regardez bien, de dire je suis en colère parce qu'on ne me comprend pas. Ça va? C'est là, vous la connaissez. Je suis en colère parce que tiens. Très bien, c'est froid. Comment? Il fait froid. Il fait froid. J'ai oublié toujours les prénoms. Nicole. Je suis en colère parce que Nicole ne me comprend pas. Vous comprenez ça, cette idée? Ou non, vous ne la comprenez pas? M'en fous. Ouais, alors là, je vais vous dire, si vous vous en foutez ce que je vous raconte... Mais non, pas de vous. Ah bah si, non mais je vous demande, regardez bien. Non mais que Nicole, vous comprenez non, pas, regardez bien, non. Alors, vous êtes venu pour me faire travailler. Hein. Alors, bon, ouais, faut être patient. Voilà. Vous ne mettez pas en colère. Parce que... c'est le classique. Si je vous dis, je me mets en colère parce que Nicole ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez cette idée? Oui. Bon. Si je vous dis maintenant, je suis en colère parce que le gouvernement fait n'importe quoi sur le Covid. Est-ce que vous comprenez cette idée? Ah oui. Oui, d'accord. On doute un peu. Mais bon, c'est populaire aujourd'hui. Voilà. Parce que vous voyez que dans les deux cas, je ne suis pas en colère pour la même raison. Dans le premier cas, c'est moi, personnellement. Bah ouais, la Nicole ne comprend pas, je lui parle de tous les arguments, elle ne comprend pas. Dans l'autre cas, c'est pas Nicole, c'est pas moi, c'est le gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut, avec un problème sanitaire. Dans le cas, c'est, on va dire, interpersonnel. Dans l'autre, c'est un problème social. Ça va? Vous voyez la différence?
Vaguement, mais ça dépend ce que vous comprenez pas. Et je peux vous poser une question terrible là. Oui. Est-ce que vous tendez un peu à compliquer les choses? Non, parce que là maintenant, je vous ai mis la puce à l'oreille. Vous m'avez dit que les gens ne vous comprennent pas. Alors, si je vous dis que je commence à faire partie de ces gens-là, êtes-vous surprise? On n'a pas discuté des choses qui me tiennent à cœur, alors je ne veux pas savoir si vous me comprenez. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que ça ne vous tienne plus à cœur, mais ça vous tienne maintenant à l'esprit. Parce que vous voyez, mon plus grand problème, non, pas le cœur et l'esprit, le cœur ou l'esprit, l'occasion. Vous savez, une des plus grandes difficultés que j'ai dans mon travail de philosophe praticien, c'est de demander aux gens de mettre un peu à côté leurs sentiments, leurs désirs, et puis de commencer à analyser, vous voyez, avec la raison. Mais je sais que ce n'est pas évident, mais c'est un peu le travail, vous voyez. Si c'est le cœur qui parle, je vais vous dire, tout ce que je peux faire, c'est vous écouter. Quand vous avez fini, je demanderai à quelqu'un d'autre de parler. Voilà. Vous voyez mon problème du cœur? J'ai rien contre le cœur, mais il a une fonction un peu différente. Si on allait se marier, ça m'intéresserait. Mais j'imagine que ce n'est pas votre projet pour l'instant. donc, voilà, ça va. Bon, alors, on va arrêter là notre discussion. Vous voulez rajouter... Comment? Je ne veux pas l'arrêter, moi. Non, mais j'ai bien compris que vous avez une idée. Mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à notre discussion? Je vous laisse si vous voulez rajouter quelque chose. Mais oui, je veux dire que je ne veux pas, moi, je ne veux pas dissocier la tête et le cœur. Très bien. Parce que j'ai remarqué assez souvent dans la vie courante que les gens qui sont complètement détachés, émotifs, allez, je fasse gaffe parce que je vais encore me faire nanin, qui ont des idées, des belles idées, des idées avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, mais qui ont tellement, qui mettent tellement à distance leur émotion par rapport à ça. Moi, je peux pas mettre mes émotions. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Par exemple, je sais pas, allez, je sais pas être bête, c'est même je sais pas, enfin, des gens qui... Les gens qui se noient dans les... Attendez, déjà, on va laisser terminer. Oui, de toute façon, c'est ce qui me touche. Et par exemple, je sais pas, par exemple, oui, effectivement, les migrants, par exemple. Les migrants, par exemple, comment, intellectuellement, j'ai mes idées là-dessus, qui sont évidemment... comme tout le monde peut l'imaginer, que moi, je les accueillerai tous, voilà, et... enfin bon... D'accord. Hein, alors, mais qui en même temps, on peut quand même avoir de l'émotion quand même de voir ces gens qui meurent dans la mer, des bébés, des gens... Alors, non, je sens que vous êtes une femme passionnée, oui. Mais ça vous va qu'à un moment donné, toute discussion, vous savez, en Chine, ils ont un proverbe que j'aime beaucoup, tout banquet a une fin. Et en plus, ça ne dure pas longtemps. Hein. Un repas en Chine, c'est même 3 quarts d'heure. Après, on se lève, c'est parti. Ça va, on peut s'arrêter là. Je pense que votre idée a été comprise. Non? Ça vous va? Oui, très bien. Très bien, magnifique. Voilà, très bien. Bon, voilà. Discussion, c'est une tentative d'engager un dialogue. Et puis, il se produit ce qui se produit. Voilà, jamais en demander plus que ce qu'on peut. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait soulever un problème, une question, une objection, ce que vous voulez? Oui. Je voudrais simplement rajouter que l'incompréhension peut être une cause de colère très importante. Ah, oui. Alors, oui, tout à fait. Vous avez donc parlé d'étapes, mais ces étapes, pour qu'ils se transforment en colère, il faut qu'il y ait une raison. Alors. Ou un obstacle. Oui, alors justement, c'est là, justement, ça vous va qu'on réfléchisse 2 minutes à ce problème-là? Voilà. Hein? Alors, donc, l'idée, c'est que la personne qui se sent pas comprise, elle se met en colère, ça va? Bien, un classique, hein, vous avez dû rencontrer, on rencontre tous. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens, on ne les comprend pas, c'est pas la fin du monde, ils ne se mettent pas en colère. Vous l'avez remarqué aussi. Voilà. Donc c'est toujours intéressant dans ces cas-là de voir qu'il n'y a pas une nécessité. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est quand quelqu'un se met en colère pour quelque chose, l'autre ne le fait pas, alors c'est pas qui a raison, qui a tort, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est surtout se demander, qu'est-ce que c'est qui se passe chez la personne? Quel est ce besoin qu'il y a chez la personne qui fait qu'il se mette en colère, alors qu'il pourrait, dans l'absolu, pas se mettre en colère? Voilà. Et c'est là, si je peux vous dire un peu, qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, une personne
se met en colère quand on ne la comprend pas, alors qu'une autre ne le ferait pas. Vous avez une idée de pourquoi ou non? Parce que pour moi, il y a un sentiment profond ou une condition personnelle qui fait que cette condition n'étant pas observée ou étant démontée. Oui, mais quelle est, justement? Qu'il y ait une condition, je veux bien. Mais qu'est-ce que c'est? Autrement dit, vous savez, si quelqu'un... C'est de l'ordre émotionnel. Comment? C'est de l'ordre de l'émotion. Oui, c'est de l'émotion, oui. Attendez, on va faire chacun son tour. Ça vous embête pas, parce que sinon, déjà, c'est difficile. Voilà. Alors, comment votre prénom derrière, là, qui secoue la tête? Oui. Catherine. Oui. Alors, vous savez, dans ce genre d'exercice, il faut être patient. Il faut être patient. On entendra des choses qui... on en pense ce qu'on veut, ça nous plaît, ça nous plaît pas, on trouve ça idiot, ça nous agace, tout ça. Mais c'est important, le dialogue. L'avantage, c'est que ça dure qu'un temps limité. Si c'est à la maison, je me le prends tout le temps. C'est limité. Donc, voilà. Mais pendant un certain temps, juste on va essayer d'approfondir un peu avec, j'ai oublié votre prénom. Jean-Jacques, avec Jean-Jacques, on va dire un petit peu. Oui, alors ça donne l'émotion, oui, on est d'accord. Mais l'idée, c'est s'il y a une condition qui fait que quelqu'un n'est pas compris, se met en colère, eh bien, quelle est cette condition? Qu'est-ce que c'est qu'il veut? C'est quoi? Vous voyez, quel serait cet ingrédient qui fait que ça déclenche une émotion chez lui et pas chez le voisin? Alors, quand je pose ce genre de questions, on peut trouver ça difficile, on peut dire, je ne sais pas, voilà. Si vous ne voyez pas... Pour moi, c'est l'ego personnel, c'est quelque chose auquel on attache une importance énorme, plus que l'autre. Oui, mais est-ce que vous voyez qu'en disant ego, vous n'avez pas dit qu'est-ce que c'était? Vous voyez? Alors, je vais vous dire, là, si je peux vous embêter un peu, aujourd'hui, il y a un terme qui est devenu à la mode, c'est le terme d'ego. Bon. Alors, il y a un truc, je dois dire, qui est très rigolo, c'est que dans la tradition philosophique, on trouve par exemple ça chez Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. L'ego, c'est le sujet de la pensée. Et alors, avec ce qui s'appelle le New Age, la pensée New Age, l'ego est tout d'un coup devenu quelque chose de très particulier, qui a une origine bouddhiste. C'est très étrange, c'est bouddhiste, et ça c'est New Age, c'est oriental. C'est l'idée qu'en fait, le sujet lui-même serait quelque chose de négatif. Voilà, négatif. Alors que l'ego, pour Descartes, ou pour la tradition, non. Ou chez Kant, c'est celui qui pense. Donc si on dit que c'est un problème d'ego, c'est comme de dire que c'est le problème de quelqu'un. Voilà. Donc l'ego, et aujourd'hui on l'utilise beaucoup, et souvent les mots on l'utilise beaucoup, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Vous voyez, Donc, alors pourquoi je vous raconte ça? C'est dire, qu'est-ce que c'est? Quel est cet ingrédient que vous mettez dans ego qui fait que la personne qu'on ne comprend pas, elle se met en colère? Vous sauriez le dire ou non, c'est pas assez précis dans la tête? Pas assez précis. D'accord. Eh bien, c'est là qu'à ce moment-là, je fais appel au jury ou aux autres personnes. Quelqu'un qui pourrait dire pourquoi quelqu'un se met en colère quand il n'est pas compris alors que quelqu'un d'autre ne le ferait pas? Qu'est-ce que c'est qu'il veut? C'est quoi son souci? Est-ce que quelqu'un en aurait une idée? C'est de la colère par rapport à son échec. Oui, mais... Attends, on va faire chacun son tour. Voilà. Oui, mais toute colère, c'est par rapport à un échec, vous voyez? Mais là, qu'est-ce que c'est? C'est échec à quoi? C'est échec à la reine, échec au roi, on fait échec. Je sais que c'est terrible, mais je vais essayer un tout petit peu de faire avec prénom. Yves. Alors, si vous avez une idée, si ça vous brûle votre idée, vous l'écrivez. Mais si vous la balancez, je parle avec Yves, on ne va pas y arriver. Alors, d'abord, il faut voir si Yves, il va aller jusqu'au bout de son idée. Et, vous savez, j'applique entre parenthèses pour ceux qui ont lu les livres de Platon, c'est que Socrate, il parle avec quelqu'un, et c'est... Bon, et puis jusqu'à un moment donné, ça coince, hop, on passe à quelqu'un d'autre. Mais pas en même temps, sinon ça va être chaotique. Donc, il y a toujours un échec dans la colère. Ça va toujours. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne se mettrait pas en colère. Mais c'est échec à quoi? Contre soi-même. Oui. Parce qu'on n'arrive pas à passer la bonne communication. Alors, c'est parce que j'arrive pas. Mais pourquoi ça me mettrait en colère de ne pas passer la bonne communication? Parce qu'on ne trouve pas la solution pour faire passer le message. Oui, mais alors là, pour vous, c'est un problème d'utilité. Peut-être. Alors, non, est-ce que vous voyez que parfois les gens se mettent à ne pas être compris, mais ça n'a rien à voir avec de l'utilité, ça peut avoir avec, par exemple, des sentiments. Par exemple, j'aime bien les clichés, par exemple, l'épouse qui n'est pas contente, son mari ne lui a même pas de fleurs. Je dis, vous lui avez demandé? Non, il devrait comprendre par lui-même. Des fleurs ou autre chose, si vous voulez. Il ne devrait pas avoir à lui dire, il devrait comprendre. Bon, parce que parfois, je vous dis, les hommes, ils sont un peu bêtes, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez, donc là, c'est sentimental. Il devrait comprendre que je veux des fleurs. Vous connaissez ce genre de...
pas nécessairement des fleurs, ce genre de situation. C'est pas l'utilité, là, c'est plus sentimental. Vous voyez, c'est pas pour l'utilité qu'elle veut des fleurs, ça sera un signe d'amour, voilà ce que vous voulez. Voilà. Et donc, vous avez une autre idée sur pourquoi on est embêté de ne pas être compris ou non? C'est la prise de conscience que les arguments qu'on propose ne sont pas assez forts pour persuader la personne qui est en face. Ouais. Ah, persuader, la vie. Patience. Alors, on va prendre ça et voir si quelqu'un a encore une autre lumière sur pourquoi on est en colère quand quelqu'un ne comprend pas. Qui a une autre idée? Vous levez la main. Oui, oui, allez-y. Excusez-moi, je suis terrible avec les prénoms, c'est ma voisine en plus, je devrais le savoir. Alors, je pense qu'il y a la frustration. Oui, mais frustration, encore une fois, il y a toujours frustration dans la colère. Mais qu'est-ce que c'est qu'on n'obtient pas et qu'on voudrait obtenir? Attends, on va le laisser terminer. Le désir. Mais désir, il y a toujours, puisqu'on veut quelque chose. Mais quoi? Allez, on va essayer quelqu'un d'autre, voir si quelqu'un d'autre... Marie, tu avais une idée? La reconnaissance. La reconnaissance, là on tient quelque chose, on veut être reconnu. Ça vous va que quand je veux être compris, je veux qu'on me reconnaisse? Oui, je te comprends, ça a du sens ce que tu dis. Tu as raison, hein, ce que disait notre ami tout à l'heure, je donne tous les arguments. Et voilà, on veut être reconnu. Ça vous va la reconnaissance? C'est peut être un des facteurs, mais... Vous en connaissez un plus puissant que la reconnaissance? Une frustration... Non, alors la frustration, là, à chaque fois. Là, vous vous concentrez. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut expliquer, par exemple, une problématique et qu'on n'arrive pas à l'expliquer, qu'on s'aperçoit qu'en face, ça ne passe pas, oui. Ça veut dire que c'est un échec personnel. Oui, mais ce n'est pas uniquement de la reconnaissance qu'on attend. Très bien. Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Vous voulez quoi? Dans ce que vous décrivez, vous voulez quoi? Faire par exemple partager une problématique qui pour vous considérez qu'elle est très importante. Et pourquoi? Alors justement, pourquoi elle est importante pour vous? Ce que propose Marie, c'est qu'elle est importante parce que j'y attache mon identité. Et en me reconnaissant, dire oui, t'es quelqu'un, t'es intelligent, voilà. Hein? C'est ce que propose Marie par la reconnaissance. Ça vous va? Ça vous fait bizarre? Eh bien, je vais vous dire, est-ce que je peux vous proposer pourquoi ça vous fait bizarre? Oui. Parce que y a des personnes, si vous voulez, qui cherchent beaucoup à convaincre les autres. Et puis ils sont convaincus, c'est quelque chose de pratique. Ouais, c'est non pratique parce que les gens, ils doivent savoir faire ce qu'il faut. Eh bien non, c'est pas pratique. C'est qu'ils ont besoin d'être reconnus. Et ça a l'air d'être pratique, mais dans le fond, ça n'a rien de pratique. C'est juste, il faut qu'ils existent. Et à partir du moment, on va écouter mes conseils, on va dire, ouais, c'est bien, ça c'est la bonne idée, et bien je suis reconnu. On me dit, ouais, toi t'es intelligent, toi t'es quelqu'un. Et il y a un philosophe allemand, on l'appelle Hegel, qui dit que dans les dialogues, il est très radical, il dit, il y a une lutte à mort pour la reconnaissance. Quand deux personnes parlent, et vous entendez souvent c'est des monologues, ils parlent ensemble, tu m'écoutes, tu me reconnais, je t'écoute, me reconnais, et on voit qu'ils ne dialoguent pas vraiment, mais chacun veut absolument être reconnu par l'autre. Voilà. La reconnaissance, c'est le fait de me dire, tu es quelqu'un, un être libre, un être autonome, capable de penser, voilà. Et ça, c'est une quête assez prégnante chez l'être humain. Vous pensez ou non? Et comment vous expliquez Bon, je vous laisse là, vous voulez rajouter quelque chose? Ça va? Vous pouvez revenir plus tard, hein, vous pouvez réfléchir, voilà, hein, parce que je vois que ça vous trouble un petit peu, ce qui est normal, parce qu'on touche à des choses qui l'air de rien, comme ça, en plaisantant, mais c'est des choses qui nous touchent profondément. Et quand un jour on découvre, par exemple, qu'on est en quête de reconnaissance, c'est pas toujours agréable. On s'en était pas rendu compte à quel point on est dépendant d'autrui, et qu'on veut qu'autrui nous reconnaisse, parce qu'on se reconnaît pas soi-même. Voilà, ça suffit pas. C'est pas toujours plaisant. Voilà, mais bon, on peut aller au-delà. Voilà. Alors, je vais prendre. Oui, allez-y. Comment vous expliquez, parce que la reconnaissance, ça demande déjà, c'est une petite conscience, la colère d'un enfant, de l'enfant. Il y a des enfants sur une situation qui ne sont pas en colère, et d'autres qui vont se mettre en colère. Bon, alors, on va prendre notre enfant en colère. Alors, histoire d'être un peu concret, quel âge il a cet enfant? Hypothétique. Un bébé. Non, mais mettons 1 an. 1 an, très bien. Un enfant d'1 an est en colère.
Pourquoi cet enfant est en colère? C'est un enfant d'un an. Pour quelle raison il pourrait être en colère? On peut... Chut, on est patient. Oui, allez-y. Pour quelle raison? Vous compliquez pas la vie, hein, vous faites simple. Ce qu'il veut. Oui, non, mais ce qu'il veut, on ne sait pas. Ce qu'il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut, cet enfant de 1 an? Mais vous savez, je sais que le problème, si vous voulez, moi, on peut faire ce qu'on veut, on peut balancer des trucs comme ça, c'est rigolo. Moi, ce qui je trouve intéressant, parce que ça, on ne le fait pas souvent. Faire des blagues, vous allez au café, tout le monde en fait. Moi, je trouverais intéressant, pendant un instant, on va essayer de jouer, mais jouer bien, quoi, comme jouer aux échecs, voilà. Hein. Donc, on va essayer, parce que là, en lançant votre histoire de glace, vous la déconcentrez, vous en êtes conscient? Faites rigoler la salle, mais vous la déconcentrez. Vous vous en rendez compte ou non? Non. Non, d'accord. Alors, si vous voulez bien me croire, quand quelqu'un essaie de réfléchir, se concentrer, et que l'autre, parce qu'il est nerveux, parce qu'il veut exister, parce que lance une blague, ça rigole, et en classe, il y a beaucoup ça, les enfants le font, et les enfants qui font ça, ce sont ceux justement qui sont inquiets, et ils ne supportent pas quand on veut faire réfléchir un de leurs camarades, et ils vont lancer des blagues. Et en plus, c'est surtout les garçons qui le font, les filles le font moins. Mais c'est surtout les garçons. Voilà. Donc, faites-moi confiance. Juste ça n'aide pas à la concentration. Ça vous va? D'accord. Bien. Alors, donc, revenons. Pourquoi il se met en colère, cet enfant de 1 an? Justement, on ne sait pas. Non, on peut pas savoir. Non, mais on peut être dans une situation où un enfant en colère. Si je peux vous dire que pas savoir pourquoi un enfant est en colère, il n'y a pas des tonnes de raisons pour lesquelles un enfant de 1 an est en colère. Ça vous va, ça, ou non? Il n'y a pas des tonnes de raisons. Ouais, on va dire qu'il peut être fatigué ou faim. Bon, alors, prenez-en un, voilà, prenez-en un, on va l'examiner. Lequel vous prenez? On prend la faim, ça vous va? La fatigue. Bon, la fatigue. La fatigue, le problème, c'est un peu plus difficile parce que c'est purement physiologique, vous voyez, hein. Alors que la faim n'est pas seulement physiologique. Vous savez pourquoi? Non, vous savez pas? Non. Parce que la faim, ça fait 1 an. Et je peux vous demander de faire un petit effort, de pas... Voilà, je sais que je suis terrible, mais vous savez, c'est dur de se concentrer. La faim... Depuis 1 an, qui lui donne à manger? Qui? Sa mère. Oh, sa mère. Voilà. Donc, il a appris ça. Il sait que c'est pas j'ai faim et puis ça tombe du ciel. Eh bien, il a appris qu'il y a quelqu'un à qui il fait appel quand et autrement dit, quand il est en colère, il dit c'est déjà adressé à quelqu'un qui ne satisfait pas sa demande. Vous voyez? Bon, ça m'embêtait plus la fatigue, parce que c'est moins clair. Mais en tout cas, pour la faim, il y a un intermédiaire qui ne le reconnaît pas, qui l'oublie, qui l'ignore. Ça va, hein? Voilà. Alors, c'est beaucoup plus primaire que, évidemment, ce qui se passe chez les adultes dans les relations d'adultes, mais il y a déjà l'idée que l'autre doit me reconnaître. Voilà. Hein? Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'un enfant va apprendre qu'il est un individu. C'est à travers... Mais alors au début, le problème à cet âge-là, d'après ce que disent les psychologues là-dessus, c'est qu'il ne distingue pas vraiment lui et sa mère. Ça fait une espèce de tout, voilà. Mais petit à petit, il va apprendre à distinguer l'un de l'autre. Mais quand même, si vous voulez, hein, il y a l'idée qu'il y a un rapport à de l'autre, même s'il ne distingue pas vraiment de lui-même, et cet autre, il se sent ignoré, il se sent isolé, il se sent seul. Voilà. Donc on peut aussi attribuer à votre enfant en colère d'1 an l'idée de ne pas être reconnu. Ça vous va? Voilà. Ça répond à votre question? Oui. Voilà. Alors, oui. Je peux? Oui, allez-y. Prenons un enfant un peu plus âgé qui parle. Donnez-nous l'âge, ça va être plus simple. On va dire 5-6 ans. 5 ans, voilà. Allez, 5 ans, oui. Voilà, qui au supermarché va demander à sa mère ou son père des bonbons, puis le parent va refuser, l'enfant va se mettre en colère, se rouler par terre, hurler. Là, c'est bien de raison, c'est pour faire céder le parent. Oui. Là, c'est pas pour être reconnu, c'est pour obtenir ce qu'il souhaite. Mais imaginez que le parent ne soit pas là. Oui. Il y a des bonbons, il les a pas. À votre avis, est-ce qu'il va se faire cette crise de colère? Non. Non. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Bien sûr. Il sera en colère
contre la mère qui ne fournit pas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parfois, moi je le vois, quand je vois entre le père et la mère, ça se passe très souvent, où la mère, en général, hein, ça fait cliché, mais à nouveau, c'est très souvent le cas, la mère va vouloir plus facilement donner à l'enfant ce qu'il demande. Et le père, bon, alors c'est la tradition de votre psychanalyse, c'est la loi, c'est l'ordre, non, tu ne mangeras pas, voilà. Hein. Ou alors ça peut être l'opposition entre les parents et puis la maîtresse, qui va être, elle en a 30, elle n'est pas là pour satisfaire 30 petits centres du monde. Hein, voilà. Elle est obligée, elle est à la loi, à la loi. Voilà. Eh bien, quand je vais voir, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, où l'enfant se met en colère avec la mère, mais pas avec le père. Voilà. Hein, parce que justement, il est trahi quand elle n'a pas ce qu'elle veut, c'est une petite fille. La mère le trahit, le père non, et s'attend pas à ce que le père lui donne. Mais elle est trahie par la reconnaissance qu'elle attendait de la mère qu'elle n'a pas, et donc elle se fâche contre la mère. Et c'est très frappant, hein, elle fait sa crise avec la mère, elle ne le fait pas avec le père. Voilà. Donc si vous voulez, c'est par rapport à un pacte. Hein, je suis en colère contre quelqu'un dont j'attends une reconnaissance, et il ne me donne pas cette reconnaissance. Si c'était uniquement le fait de ne pas avoir des bonbons, bah, elle se mettrait en colère avec le père ou avec la mère. Mais elle ne le fait pas. Vous voyez ? Donc c'est là qu'on voit que ce qui apparaît objectif, hein, non, c'est de l'intersubjectivité. Et très tôt, en effet, il y a ce besoin d'être reconnu, alors qu'il peut après se mélanger affection, amour, ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a, et dans l'amour, de toute façon, une très grande proportion de reconnaissance, hein, voilà, de ne pas être oublié par l'être aimé. Voilà. Ça a du sens. Oui, voilà. Alors, il y avait d'autres personnes qui voulaient parler. Que j'ai... Ouais, ça me fait penser aussi oui. à la frustration quand on se met en colère, on est entendu, quelque part on se sent frustré, il y a un manque. Ah ben oui, mais ça rappelez-vous, j'ai dit que dans tous les cas de colère, ça fait partie, oui, sinon on ne serait pas en colère. Hein. Il y a un désir, je ne l'obtiens pas, je ne sais pas comment l'obtenir, frustration, impuissance, blablabla. Tout à fait, oui. Ça, la frustration, c'est un acquis pour toutes les situations de colère, tout à fait. Hein. Après, c'est toujours pareil, c'est de dire, on est frustré de quoi ? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on voudrait tant et de quoi on est frustré ? Mais quelle est la frustration ? En effet, ça c'est un... Oui, mais ça tourne, on est frustré, donc on voudrait être reconnu, donc c'est un petit peu, ça tourne un petit peu. Bon, après on se... Ok, bon, enfin, d'accord, ouais. ça va ensemble, ok, bien, ok. Oui, attendez, j'essaie de voir ce que vous ne voyez pas, mais moi je vois des mains levées, alors je vais essayer de prendre dans l'ordre ouest. Oui, allez-y. Oui, alors il y a des cas, par exemple, où les jeunes autistes, il leur faut des règles, il leur faut des cadres. Si on bouge un millimètre ce cadre, ils vont se mettre en colère. Oui. Alors, je ne connais pas trop, mais là, ils se mettent en colère contre la personne qui a bougé le cadre, contre l'ordre du monde, c'est ça, hein ? Contre ce qui a été bougé. Oui, ça s'appelle l'ordre du monde. Ça vous va ? C'est ce que j'ai distingué tout à l'heure avec notre ami, c'est de dire, une chose c'est de dire je suis en colère parce que quelqu'un, et l'autre c'est l'ordre du monde. Alors en effet, hein, la colère ça peut être un manque de reconnaissance, mais il y a d'autres formes de colère. Dans ce cas-là, si ce n'est pas quelqu'un, en effet, c'est l'ordre du monde ne convient pas. C'est-à-dire que l'harmonie que je pouvais avoir avec le monde est tout d'un coup rompue parce que l'ordre a été défait. Donc dans ce cas-ci, en effet, c'est pas évident pour un enfant de le conceptualiser, mais il est en colère contre le monde. Voilà, c'est le monde qui ne lui accorde pas, c'est le monde qui ne lui accorde pas ce qu'il pense lui appartient, lui est dû. Hein. Et ça, en effet, ça sera, par exemple, ce qui va être un problème, une colère politique, par exemple. Hein, c'est l'ordre du monde. Donc, en effet, là, c'est moins personnel, bien que, bizarrement, on entretienne souvent une relation personnelle avec l'ordre du monde. Hein. Je me rappelle des gens qui disaient, qui en voulaient à Dieu d'avoir, je ne sais pas quoi, c'était... comment il s'appelle, Voltaire, sur le tremblement de terre de Lisbonne, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez, on peut être en effet en colère. Quoi. Donc, ça prend souvent la relation avec une personne, mais ça peut être en effet quelque chose de plus désincarné, comme l'ordre du monde, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est à nouveau, c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est qui nous met en colère. Voilà. Et pour lui, l'enfant autiste, en effet, l'ordre du monde, c'est quelque chose, de ce que j'en comprends, très important, parce qu'ils ont besoin de repères figés. Ils ont besoin de repères figés. Il n'y a pas de plasticité
dans l'enfant autiste. Alors, oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, donc moi, je rebondissais sur l'autisme, et en fait, je pense que la colère, en l'occurrence, comme ils ont énormément besoin de repères, c'est lié à une notion d'insécurité. Oui, oui. Alors, la seule chose, c'est que l'insécurité, d'une certaine manière, si vous voulez, l'insécurité, c'est que les choses ne vont pas comme elles le devraient, et du coup, je me sens troublé, ça va? Ah, ils sont... Ouais. Non, là, je ne parle pas des autistes, je parle de manière générale. Parce que l'idée, c'est de distinguer ce qui serait spécifique à quelque chose et ce qui est général, vous voyez, hein? Mais le fait que tout d'un coup, les choses ne sont pas... Parce qu'on est anxieux quand on a l'impression que les choses sont hors contrôle. Hein? Elles ne vont pas comme on veut, et puis on ne sait pas quoi faire avec. Ça va? Hein? C'est ça qui nous rend anxieux. Donc je crois que cette anxiété, d'une certaine manière, elle est toujours latente dans n'importe quelle colère. Si je suis en colère contre quelqu'un, ben justement, je ne sais pas trop, vous voyez, je ne peux pas me fier à elle, elle ne fait pas ce qu'il faut, elle me comprend. Donc l'anxiété, je pense, c'est toujours un peu latent, hein, dans les schémas. Je ne pense pas que ce soit spécifique à l'ordre du monde. On voit qu'il y a toujours une certaine anxiété derrière la colère. Ou non, ça vous paraît bizarre? Vous voyez pourquoi je dis ça ou non? Non. Non? Bah, être anxieux, c'est être inquiet que les choses ne vont pas comme on voudrait. Ça va? Je suis anxieux si je veux quelque chose, puis je pense que je ne vais pas l'avoir. Par exemple, je voudrais pouvoir avoir mon salaire à la fin du mois, je ne sais pas si je vais l'avoir, je suis anxieux. Ça va? Donc c'est que les choses ne correspondent pas à mes attentes. On est anxieux quand on craint que les choses ne correspondent pas à nos attentes. Ça vous va ça ou non? Bon. Mais la colère, justement, on est en colère parce que les choses, on n'a pas ce qu'on veut. Vous voyez? Donc il y a de l'anxiété, mais en plus c'est justifié par une situation où tu ne vas pas l'avoir ton chèque à la fin du mois. Vous voyez? Mais déjà, si je ne suis pas inquiet, quelqu'un n'est pas inquiet, on ne sait pas très bien pourquoi il se mettrait en colère. Il serait, il prend les choses un peu comme ils viennent. Voilà. Donc l'anxiété me semble toujours une espèce de fond, hein, qui est nécessaire à la colère. Ça vous va, hein? Oui. C'est un peu une matrice nécessaire pour une condition. Voilà. Hein. Ça va? Oui. Voilà. N'hésitez pas, hein, si je dis des choses qui vous paraissent étranges. Oui. Moi, je rebondis sur Voltaire, qui se... Sur l'idée de Voltaire qui s'agace du trouble volontaire. Et je ne vois pas la reconnaissance dans non, ça c'est sur l'ordre du monde. Là, c'est l'ordre du monde. Qu'est-ce que c'est Dieu il se scandalisait que Dieu fasse un tremblement de terre qui tue plein de gens à Lisbonne, que Dieu accepte que des enfants qui n'ont rien fait meurent de je ne sais pas quoi. Vous voyez, il se scandalisait, mais là, on se scandalise sur l'ordre du monde. C'est un autre problème. Ce n'est pas la même chose que la reconnaissance. Vous voyez, hein, voilà. C'est moins personnel. D'ailleurs, c'est exactement tout à l'heure, vous vous rappelez, avec Narvi, je disais, c'est une chose de dire « tu ne me comprends pas ». Là, c'est de la reconnaissance. C'est une chose de dire le gouvernement, je ne sais pas quoi, fait pas ce qu'il fait. Là, c'est sur l'ordre du monde. Voilà, hein. Donc, les colères ne sont pas toutes de même nature. Ça va, hein? Voilà. Ça répond, ok, bien. Oui, alors attendez, parce que vous vouliez dire quelque chose? Oui. Et quand on parle de l'ordre du monde, on peut parler d'autre chose. On peut parler d'une valeur, par exemple, la justice dans le monde, quelque chose comme ça. Hein? Et je peux me mettre en colère face à une situation. Hein? Je vois une situation injuste, je me mets en colère. Oui. Mais si j'ai conscience que dans le monde, dans l'ordre du monde, comme vous dites, il n'y a pas de justice, qu'il y a une injustice continuelle, est-ce que c'est toujours de la colère? Ah bah oui, une émotion ou passe à être un sentiment et c'est autre chose. Oui, mais là, si vous dites de toute façon le monde est injuste, bah, on ne voit pas très bien pourquoi vous mettre en colère, vous voyez, parce que vous ne voulez rien, vous dites voilà, j'accepte le monde, il y a une acceptation. Non. Allez, non. Je finis mon petit truc. Là. C'est pas ça ce que je Oui, mais je vais vous dire, est-ce que l'incompréhension, ça vous embête? Pardon? Est-ce que l'incompréhension, ça vous embête? Non, non, pas tellement. Alors, ça vous va que je ne vais pas vous comprendre et je vais quand même dire quelque chose? ça, pour moi, c'est fondamental d'accepter qu'on ne se comprend pas, mais c'est pas grave, ça peut quand même être... Voilà, alors je vais vous redire que, on ne sait jamais, peut-être au bout d'une minute, ça va reconnecter. Oui, donc, si quelqu'un
il aimerait bien que le monde soit juste, mais le monde est injuste. Voilà, le monde est injuste. Il y a une dimension d'acceptation. Ça vous va jusque-là? Dans ce sens-là. Oui. Oui, ça vous va? Non, je Oui, pas que ça, oui, je dis juste j'ai décrit. compris. Il y a une dimension d'acceptation. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais je sais qu'il n'y a jamais que ça. Alors ça, il n'y a pas que ça, il ne faut jamais dire parce qu'il n'y a jamais que ça. Il faut prendre une idée. Donc, j'essaie de vous montrer deux schémas. Un, quelqu'un, et d'ailleurs, tiens, les bouddhistes, ils ont des choses intéressantes, quand même, j'allais dire, ironiquement, mais ils ont une distinction que j'aime beaucoup. C'est entre le désir et la soif. Vous avez déjà entendu ça ou non? Vous connaissez ou non? Oui. Et dites-le. C'est quoi la différence? Le désir et la soif. Oui, le désir et la soif. Vous m'avez fait marcher, vous ne savez pas, hein? Vous avez coquiné, je vous ai testé. Donc on a le droit de ne pas savoir. Alors, non, mais c'est une distinction intéressante. Le désir, si vous voulez, c'est quelque chose que je veux. Je sais pas, j'aimerais bien qu'à la sortie, quelqu'un me donne 1 million d'euros. Ça me ferait plaisir. Hein? J'ai un désir, voilà. La soif, c'est quand ça devient un besoin. Et là, je ne peux plus vivre sans. Vous voyez, si ce 1 million d'euros, eh ben, je ne peux pas vivre sans, je vais me mettre en colère. Voilà. Donc, la soif, si vous voulez, c'est de l'ordre du besoin. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, on dit « j'ai besoin de ». Je dis « mais si vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous dites quand vous dites « j'ai besoin de ». J'ai besoin de, ça veut dire « je ne peux pas vivre sans ». C'est la soif. Si je ne bois pas, je meurs. Voilà. Donc là, je vais me battre jusqu'au bout pour l'obtenir. Alors que le désir, j'ai des désirs, on a tous des désirs, on les satisfait, on les satisfait pas, c'est pas la fin du monde, vous voyez. Donc là, la question c'est quel est le rapport à la justice qu'entretient cette personne. Si tu dis, je pense qu'à peu près tout le monde ici dit j'aimerais bien la justice dans le monde, vous voyez, de manière plus ou moins prégnante, mais celui pour qui c'est une nécessité, lui peut se mettre en colère quand il va dans la rue et il va avoir quelque chose d'injuste. Parce que pour lui, c'est une nécessité, besoin, vous voyez, et là il y a ce que j'ai appelé au début un désir intense, qu'on peut appeler une soif, un besoin, une nécessité. Et ça, il faut toujours distinguer, et souvent on ne le fait pas, est-ce que c'est de l'ordre du désir ou est-ce que c'est de l'ordre du besoin? C'est pas la même chose. Voilà. Donc là, je vous invite, cette justice, ce désir, c'est un désir de justice, ou, pour reprendre cette distinction, ou un besoin de justice. Celui qui a le désir de justice, il ne va peut-être pas faire grand-chose, accepter le monde. Celui pour qui c'est un besoin, peut-être qu'il va militer dans un parti politique, une association, je ne sais pas quoi, il va faire quelque chose. Voilà, parce que c'est trop pour lui, il ne peut pas l'accepter, ou il va le dénoncer, vous voyez, comme Voltaire, il le dénonçait dans ses écrits. Voilà. Mais alors, ce n'est pas une émotion. Le désir n'est pas une émotion. La colère, le besoin engendre de la colère qui est une émotion. Le besoin n'est pas une émotion, c'est quelque chose qui vous travaille de l'intérieur, mais ce n'est pas une émotion. Voilà. Donc l'émotion, il faut qu'il y ait un événement. Il y a un événement. Voilà. Il faut qu'il y ait un événement. Oui. Il n'y a pas d'émotion sans événement, pour aller vite, quoi. Alors que le désir, non, je peux désirer 1 million d'euros toute la journée. Donc, voilà, je vais penser à autre chose, je vais faire autre chose, ça ne me soucie pas. Puis, de temps en temps, dire, tiens, j'aimerais bien 1 million d'euros. Sans plus, vous voyez. Donc il y a une dimension d'acceptation dans le désir que je ne serais peut-être pas satisfait. Voilà, j'aimerais bien, mais... Et ça, c'est important de distinguer. Donc la colère, besoin, et puis événement qui fait qu'au moment, par exemple, où je l'attendais, 1 million d'euros, eh ben, je ne l'ai pas eu. Alors là, ça, c'est insupportable. Voilà. Ça clarifie un peu les choses. Voilà. Oui. Bien. Voilà. Bien. Quelqu'un d'autre avait un... Oui. Oui. Je ne sais pas si vous comptez l'aborder plus tard. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion de colère collective. Là, vous êtes surtout dans le rapport et dans l'expression d'une colère personnelle, subjective d'une personne, face à tout ce que vous avez évoqué comme frustration, empêchement, etc. Mais est-ce qu'une colère peut, et comment se manifeste-t-elle si elle devient collective? Ça, je pense que vous connaissez la réponse à cette question. Vous savez, il y a des questions, c'est pas des questions. Eh bien, allez-y, dites-nous ce que vous pensez de la colère collective. Et puis, il y a des exemples, il y a quelques temps. Allez, donnez un exemple d'une colère collective. C'est le sentiment dont Madame parlait, face à l'injustice, pour rester général,
qu'on partage un sentiment de, je dirais, de mécontentement face à une injustice manifeste, qu'elle soit nationale, régionale, départementale, on s'en fout. Et si on est plusieurs à la partager, cette colère, qu'est-ce qu'elle devient? Vous savez, encore une fois, la colère, si vous voulez, alors, la chose est que quand elle est collective, c'est vrai que ça peut durer un peu plus longtemps. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de signe. Pour un exemple, le dernier exemple en date qui fait en ce moment la une des journaux, c'est les camionneurs à Ottawa là, qui bloquent la ville. Mais là, en fait, il y a une utilisation du mot colère, si vous voulez, qui est un peu différente. En fait, vous savez, quand ça devient une lutte dans la continuité, vous voyez, on n'est pas content, il y a une injustice, mais si vous allez voir, je prends les gilets jaunes là, que vous étiez là, vous allez voir, ils sont en train de boire un coup, ils sont en train de boire un coup, ils font la fête sur les ronds-points. Alors on peut dire, bah non, mais c'est quoi cette colère là? Vous rigolez, vous êtes en colère. Ils disent, on est en colère, on est en colère, puis ils sont en train de boire un coup. Alors on dit, tiens, c'est bizarre ce truc-là. Donc si vous voulez, on est dans un autre registre, hein, qui est beaucoup moins émotionnel. D'ailleurs, je me rappelle, infirmières en colère, bon, elles sont là et dansaient, je me rappelle, elles essaient d'être un pas devant le ministère de la Santé. C'est bizarre, voilà. Donc là, la colère est utilisée, si vous voulez, de manière, on va dire, plus métaphorique. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contentes, qu'il y a une injustice, elles protestent, mais ce n'est pas une émotion de colère. Sauf si tout d'un coup, vous allez commencer à discuter avec elles, et puis vous allez défendre le ministre de la Santé, genre, voilà. Là, elles vont se mettre en colère, vous voyez. Donc, il faut distinguer la colère comme émotion, et la colère comme, on va dire, plutôt comme métaphore, quoi, hein, comme métaphore. Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec cette Bon, dites-moi, est-ce que ça a du sens qu'on est en colère de faire la fête, de boire un coup et de manger? Eh bien oui. D'accord, oui, mais à ce moment-là... Oui, parce que ça n'empêche pas le sentiment de... L'expression... Répétez? Non, le sentiment de... Ben oui, mais... Non, mais j'ai compris. Voilà. Non, en plus, je me suis trompé. Bon. Non, mais non, vous n'êtes pas trompé. Mais si, bon, c'est pas... J'abandonne. Non, ça n'empêche pas l'expression d'une colère qui a toutes les raisons d'exister, parce qu'il y a la frustration, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, par exemple, par le pouvoir. Ça n'empêche pas qu'entre gens en colère, on puisse fraterniser. Et donc, profiter des moments où on se retrouve, où la colère est générale, collective, pour redevenir un peu plus humain et donc un peu plus calme. Mais ça n'éteint pas la colère. Okay. Moi, je retiens, quelque chose d'intéressant, ce que vous avez dit, c'est le sentiment de colère. Je trouve ça pas mal, c'est bien. Je trouve ça intéressant, en effet, mais comme j'ai dit, l'émotion, normalement, il y a une manifestation physiologique. Sinon, on peut l'appeler comme on veut. Rien n'empêche d'appeler ça, voilà. Et d'ailleurs, du coup, il y a quelque chose, avant d'oublier, sur lequel je vais revenir, qui est en général, comment s'articule la colère dans le temps quand elle n'a plus cette manifestation physiologique, et c'est le ressentiment. Voilà, c'est le ressentiment. Le ressentiment peut s'appeler, parfois on l'appelle colère froide, c'est quand quelqu'un va avoir un comportement qu'on appelle passif-agressif. Qu'est-ce que c'est un comportement passif-agressif? Par exemple, c'est bouder, hein, l'enfant qui boude, ou le conjoint qui boude, voilà, ou qui va grogner, voilà. Donc on ne voit pas, hein, sur son corps, on ne voit pas, voilà. On voit juste qu'il est un peu renfrogné, hein, mais ça n'indique pas de la colère ou rien, mais c'est comme ça que la colère s'installe dans le temps. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que la colère, elle ne se décide pas, hein, c'est une réaction neurophysiologique, alors que le ressentiment, oui, la personne qui décide de bouder, elle décide de bouder, et elle continue à bouder, parce que quand l'autre va lui parler, elle dit... Hein, et donc il y a une volonté, hein, et donc on n'est plus dans la même chose. Et c'est en ce sens-là d'ailleurs que ça pose plus de problèmes, le ressentiment, que la colère. Un, parce que ça dure beaucoup plus longtemps, et deux, c'est qu'il y a un désir de s'engager dans une situation problématique, d'impuissance de dialogue, de refus de dialogue, et c'est en cela que c'est beaucoup plus problématique. Hein. Et donc ça va se manifester, typiquement, bon, dans les couples, tout le monde connaît ça, hein, je m'en fiche, voilà, on ne s'en fiche jamais, hein, on m'en fiche, ou bien, c'est comme tu veux, hein, terrible, c'est comme tu veux, hein.
Ou bien, un terrible aussi, c'est ben, si tu le dis. Si tu le dis. Terrible, si tu le dis. Et toutes ces petites phrases, si tu le dis. Ah bon, t'as pas l'air. Pas du tout. Hein. Mais c'est des phrases terribles qui sont passives-agressives, qui expriment le ressentiment. Et là, ce ressentiment, il est terrible parce qu'il peut durer. Hein. Parfois, d'un coup, je vois, c'est en permanence. Et c'est en ce sens-là que c'est beaucoup plus pernicieux que la colère. Et d'ailleurs, souvent, il ne demande qu'une occasion pour que la colère se mette en route. Hein, on est toujours un peu à fleur de peau dans ces choses-là, voilà, hein, pour que la colère se passe. Donc le ressentiment, c'est une des manières les plus classiques par lesquelles la colère va s'articuler. Et certains donnent l'impression de contrôler la colère, mais pas du tout. C'est pas du tout un contrôle de colère, c'est plutôt une canalisation de la colère, hein, qui va s'articuler, mais qui est tout aussi douloureuse que la colère. Il n'y a rien de plus douloureux, justement, que ce schéma passif-agressif où on est, d'une certaine manière, on est l'ennemi de soi-même. Parce que bouder, c'est très inconfortable de bouder, de refuser de parler. On s'inflige une douleur, hein, quand on agit comme ça, on ne se sent pas bien. Voilà. Donc bizarrement, il y a un repli sur soi de la douleur, si vous voulez, où on s'inflige un comportement extrêmement douloureux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si les enfants boudent, il faut juste comme ça, d'essayer de passer au-delà, hein, de ça, parce que c'est un schéma très très problématique, le ressentiment. Entre autres, c'est le philosophe Nietzsche qui est très polémique contre le ressentiment, qui pour lui est des pires choses qui peut affliger l'être humain. On ne vit plus quand on est en ressentiment, on ne vit plus, on est juste une espèce de douleur larvée de permanence, parce qu'on est toujours, on veut quelque chose, on est impuissant, on ne sait pas quoi faire, et en plus, on ne va pas le dire, ou on va le cacher par des phrases assassines, vous voyez, voilà. Hein. Donc on s'ancre dans un schéma d'auto-sabotage, je vais dire, voilà. Donc, ressentiment très important. Et d'ailleurs, c'est la différence avec, pour prendre l'idée, la colère collective, par exemple, ben, c'est pas du ressentiment parce qu'il y a une action qui est menée. Par exemple, ils font la grève, ils vont faire des piquets, je sais pas, voilà. Hein, donc là, il y a une actualisation qui se fait. Donc, c'est pas un auto-sabotage, voilà, qui pose problème. Voilà. Par exemple, on a des villages à la Chapelle, bon, on a villagé, et là, monsieur, il fait la guerre à tout le monde, quoi. Il pose procès à tout le monde, il fait des procès à tout le monde. Et puis alors, il essaie de vous recruter. Et si vous n'avez pas l'air d'aller dans son truc, ça y est, pouf, vous faites partie de l'ennemi. Bon, je rigole parce que le pauvre, il souffre bien, enfin, maintenant il est âgé, mais c'est un schéma comme ça de ressentiment permanent. Il y a des gens qui vivent dans le ressentiment, comme ça, voilà. Soit dirigés vers quelqu'un, hein, ça peut être pas ma femme qui m'a abandonné, ou mes enfants qui ne m'écrivent pas, ou ça peut être l'ordre du monde aussi. Hein. Souvent, c'est « j'ai pas été reconnu », d'ailleurs, j'ai pas été reconnu. En général, l'être humain, je rencontre rarement des êtres humains qui pensent avoir été reconnus comme ils le devraient. C'est extrêmement rare. En général, l'être humain se sent toujours pas reconnu comme il le devrait. Après, c'est toujours pareil, c'est l'intensité de la chose. Bon, j'aurais bien aimé avoir un petit prix Nobel, je sais pas, n'importe quoi. Après, est-ce que je dors pas de la nuit parce que j'ai pas mon prix Nobel? Non, tiens, bah ouais, tiens, pourquoi je l'ai pas eu, l'autre, le prix Nobel, je l'ai pas eu, quoi, voilà. Mais en gros, oui, on n'est jamais, l'être humain n'est jamais. Pourquoi? Parce qu'on est pétri d'infini, quoi. On veut toujours de l'absolu, de l'infini. On en veut toujours plus, quoi. Voilà, tout comme ça. Alors, y a-t-il autres commentaires, questions, objections? Ça vous parle ce que je raconte par rapport à ce que vous connaissez de l'existence? Je vais me sentir profondément seul. Allez-y. Allez-y. Non, c'est votre voisine qui veut parler derrière. Non, je voulais juste dire que donc sur ce que vous avez décrit du ressentiment, je me reconnais là-dedans, et je suis étonnée. Enfin, en fait, je comprends la décision qu'il y aurait à vouloir en sortir,
Mais j'ai pas du tout l'impression que c'est une décision d'être dedans, quoi. J'ai l'impression plutôt que je subis ça. Ouais. Il y a une capacité, soit à me mettre en colère vraiment, soit à exprimer, à savoir qu'est-ce qui fait que je suis en colère. Peut-être c'est ça. Et du coup, il y a un renfermement que je subis plutôt. Alors il y a un concept qui peut vous être utile, vous intéresser, qui s'appelle avec le mot latin le concept d'habitus. Voilà. Alors l'habitus, si vous voulez, c'est qui peut s'appeler aussi une nature acquise. Voilà, ça peut s'appeler nature acquise. C'est-à-dire que à force de faire quelque chose, on devient cette chose, vous voyez. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans la vie, on a des comportements, voire des activités. Hein. Tenez, vous êtes médecin de profession, c'est ça? Oui. Non, vous avez été médecin. Enfin, supposons quelqu'un qui est médecin. Il peut faire tout ce qu'il veut, après des années avoir pratiqué la médecine, je vous le dis comme ça, il peut dire non. Quand il va voir quelqu'un, il ne va pas pouvoir s'empêcher de voir, je sais pas, j'en sais rien, s'il a sur son visage, sur son corps, des choses qui ne vont pas. Vous voyez, moi j'ai la même chose, parce que ça fait des années que je fais ce travail que vous avez. Je ne peux pas écouter quelqu'un comme si de rien n'était et faire la causette. Je ne peux pas. Immédiatement, j'analyse, j'ai envie de poser des questions. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une habitude acquise. Vous voyez. Donc là, si vous voulez, et pourquoi vous avez décidé un jour de... J'ai rien décidé, ça m'est tombé dessus, vous voyez, comme, pourquoi un artiste peint, pourquoi on a envie d'être utile aux voisins. Alors, vous voyez, mais l'idée du libre arbitre ou de la responsabilité, c'est ça, insiste beaucoup là-dessus, c'est de prendre conscience qu'il y a malgré tout une décision, vous voyez, et y compris une décision qui va vous paraître peut-être excessive, mais chaque matin, vous décidez de vivre, vous décidez de ne pas vous suicider, vous décidez que je vais me lever, et puis je vais... Alors la plupart des gens me disent, mais moi j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais pensé à... oui, mais quand même, hein, vous décidez, et parfois d'ailleurs ça vous fatigue, d'ailleurs quand ils sont un peu déprimés, je me demande pourquoi, tu vois, mais ils le font uniquement quand tout d'un coup ils sont déprimés, quand les choses vont pas bien, mais en fait, vous prenez chaque jour des décisions, et ça c'est un peu mon travail justement, c'est travailler sur le libre arbitre, sur la raison, de se rendre compte qu'on prend des décisions au quotidien sans s'en rendre compte, vous voyez. Hein, chaque jour où vous restez marié, vous décidez de rester marié. Hein, vous avez pris une décision. Mais quand ces décisions, elles deviennent tellement habituelles, vous voyez, que la personne ne se rend pas compte, qui va s'en rendre compte, c'est l'autre. Il va dire, pourquoi tu fais tout le temps ça, par exemple? Je sais pas, moi, hein, c'est l'autre, surtout si c'est l'agace. L'autre qui vient avec, tu m'agaces, je sais pas, tu fais tout le temps ça. Ah ouais, tiens, non, ouais, soit il ne s'en rend pas compte, soit il pense qu'il ne décide pas. Et c'est là qu'il y a toujours un enjeu, c'est de dire entre la conscience et la confiance, en effet, hein, dans quelle mesure on décide, dans quelle mesure on ne décide pas. Mais c'est là que vous avez deux partis pris qui vont s'opposer. Le parti pris psychologique, freudien, vous n'y pouvez rien, votre inconscient, blablabla. Bon, très bien, pourquoi pas, en effet, hein, votre inconscient. Puis le parti pris philosophique, qui est toujours un parti pris de libre arbitre, d'autonomie du sujet, de raison. On va dire, sinon, Sartre dirait c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. C'est l'exemple qu'il prend du garçon de café qui est là au café, qui joue au garçon de café, qui dit, oui, il veut s'y croire, ce qu'on dirait en langage commun, il veut s'y croire. Et là, on le fait tous un peu, d'une manière ou d'une autre, voilà, on veut s'y croire. Mais il y a une décision, il y a une habitude, on s'ancre, vous voyez, dans ce schéma-là, mais il n'est pas obligatoire, il n'est pas un besoin, vous voyez, il n'est pas un besoin. S'il l'est, il y a un problème quelque part, voilà. Et c'est là que c'est pas évident, parce que quand quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui a fait pas 30 ans, qui a une petite habitude, lui dire, attends, non, tu décides de faire ça, ça peut lui faire très bizarre, voilà. Hein. C'est ce qui fait qu'en général, la philosophie n'est pas une activité très populaire, parce qu'on se rend compte de choses vraiment étranges, quoi, voilà. Hein, il y a des gens qui vivent dans le ressentiment, alors, et en plus, ils vont le protéger, ce ressentiment. Je me rappelle, tiens, une fois, une femme vient voir pour une consultation, elle se bagarre tout le temps. Voilà. Elle perd ses emplois, elle se bat. Voilà. Et puis, elle vient, elle me dit, voilà, moi je ne comprends pas, alors moi j'aime la justice, alors en général, je
justice. Il dit, mais je ne comprends pas, les gens avec moi, pas sympa, sympa. Alors je dis, bon, ben, écoutez, moi dans ces cas-là, je dis, ben, vous allez me donner un exemple. Elle me donne un exemple d'un patron qui lui a fait je ne sais pas quoi. Et puis, en décortiquant l'exemple, qu'est-ce qu'on a vu? C'est elle qui a démarré, c'est visible de son histoire, parce que moi je ne connais pas l'histoire, mais en décortiquant l'histoire, comment dire, on déconstruit, c'est elle qui a provoqué le pauvre patron, qui a réagi comme un patron peut-être, mais c'est elle qui a démarré, voilà. Et au moment où elle a vu ça, et bien là, j'ai fait partie du complot. Et là, elle s'est fâchée contre moi, vous non plus, vous ne comprenez pas, vous aussi, vous m'attaquez. Alors que, en plus, il n'y avait pas objectivement danger immédiat. On découvrait juste qu'elle avait quand même provoqué le patron. Vous voyez. Donc là, il y aura une tendance que quelqu'un a ce genre de schéma, ils vont protéger ce schéma. Ils vont essayer de le protéger, un peu comme si on protégeait une maladie. C'est très bizarre, voilà. Parce qu'on s'est installé dedans, on est à l'aise dedans. Voilà, un peu comme un... Vous voyez, on est à l'aise dedans. Et on ne veut surtout pas que quelqu'un vous en sorte. Voilà, on ne veut pas. Donc, si vous voulez, l'habitude, bah, c'est un inconfort auquel on s'est habitué et on ne voudrait surtout pas qu'on nous enlève notre planche à clous, quoi. Des fakirs, on ne voudrait pas. Voilà. Voilà. Et ça, c'est très commun. Voilà. On préfère rester dedans, un peu comme, je prends pas quelqu'un qui a mal aux dents, vous voyez, qui a des problèmes de dents, il devrait aller chez le dentiste. Mais il est installé, hein, alors je le comprends parce que moi je déteste le dentiste, mais bon, il est installé dans son mal de dents et il préfère protéger son mal de dents, faire avec, serrer les dents, faire ce que vous voulez, parce qu'aller chez le dentiste impliquerait de sortir du schéma. Voilà, ça implique de sortir du schéma, perte de contrôle, risque, aventure, je ne sais pas quoi, hein, parce que le dentiste peut représenter parfois certains. Bon, et ça peut être, voilà. Et d'ailleurs, justement, j'ai un médecin que je vois qui m'a dit, et d'ailleurs, il a ce souci, il m'expliquait qu'il voit beaucoup de gens âgés, certains devraient voir le médecin, mais ne vont pas voir le médecin, et c'est pas pour de raison, ils ont la sécurité. Voilà, s'il y a une prise de risque, peut-être face à la mort, et ils ne veulent pas prendre ce risque. Donc ils sont installés dans leurs problèmes, dans leur histoire, dans leur ressentiment. Et le ressentiment, dans le ressentiment, on peut se sentir bien, parce que je suis une victime. Je suis une victime. Hein, ce salaud, cette salope, les salauds, ils m'ont fait ça. Et vous savez pourquoi c'est bien d'être victime? Vous devinez pourquoi c'est bien d'être victime? Non? Allez, je fais très un peu. Qui voudrait dire pourquoi c'est bien d'être victime? Quel est l'avantage de se décrire comme une victime? Qui a une idée? Vous connaissez tous? Oui? On se fait plaindre. Voilà, on se fait plaindre. Et quand on se fait plaindre, qu'est-ce qu'on obtient? Des récompenses. Les récompenses. Et la récompense est là, c'est à nouveau la reconnaissance. Hein, voilà, hein, on se fait plaindre. Qui voit autre chose dans la victime? Non? Comment? On n'est pas responsable. C'est magnifique de ne pas être responsable, c'est une liberté. Autre chose? Hein? Voilà. Eh ben, je vais vous donner un classique. La victime, elle a toujours raison. Elle a toujours raison. Le bourreau est un méchant. La victime, elle est gentille. Et elle a toujours raison. Voilà. Donc, le schéma victimaire qu'on trouve dans le ressentiment est extrêmement populaire. Hein? C'est populaire d'être victime. Voilà, il y a beaucoup de gens, vous les écoutez, ils vont vous dire comment, voilà, les pauvres, on leur a fait ça, voilà. Donc, c'est très tentant comme schéma. Et dans le ressentiment, en général, on trouve un schéma victimaire. Voilà, ça marche bien, quoi. C'est confortable. Ça va, ça vous parle? Oui. Ouais. Et quelle idée vous frappe le plus dans tout ça, vous? Je ne sais pas dire, l'idée me frappe le plus. D'accord, il y a trop de choses. Vous savez, c'est toujours un bon truc. Voilà. Ouais. D'un coup, c'est énorme, ce qui m'arrive là. Voilà. Mais c'est toujours une bonne manière de dire, vous voyez, toujours une manière, quand je vois quelqu'un, en effet, c'est beaucoup qui va trouver une idée qui vous paraît, ah ouais, celle-là, je vais essayer de m'en rappeler. Bah, l'idée, là, c'est que je peux donc m'améliorer, quoi. Je suis ravie. Comment? Je suis ravie. De quoi? Vous êtes ravie? De pouvoir m'améliorer. Ah, de pouvoir vous améliorer. De pouvoir dépasser ça, quoi. Ouais. Tout d'un coup, alors, il y a toujours deux choix dans ces cas-là. C'est soit l'amélioration, soit l'acceptation. Et je dis toujours quand quelqu'un a quelque chose, je dis, vous voulez quoi? Vous voulez changer ou vous voulez apprendre à accepter?
C'est pas mal aussi l'acceptation. C'est un choix, hein, voilà. Quelqu'un il dit j'ai un problème, je suis alcoolique. Je dis bah, très bien, vous voulez quoi? Vous voulez changer puis être alcoolique ou vous voulez apprendre à accepter d'être alcoolique? Moi, ça m'est égal, vous voyez. Voilà. Il faut juste être conscient des conséquences et puis les accepter. Voilà. Ça, c'est la différence aussi entre la pratique philosophique et la pratique psychologique. C'est qu'on n'a pas de principe a priori de ce qui serait salutaire, de ce qui serait bien. Bon, si, peut-être vaut mieux être conscient. Et encore, si tu ne veux pas être conscient, après, tu veux être inconscient de soi. Il n'y a pas de... on ne guérit rien, quoi. On ne guérit pas. Voilà. Il y a juste la mort qui guérit, parce que la maladie, c'est être humain. Mais bon, on ne guérit pas. Voilà. Donc c'est une différence. Parfois, les gens disent oh, vous êtes psychologue. Non, je ne suis pas psychologue. Moi, je ne guéris rien. On ne rend pas les gens heureux. On ne va pas se sentir bien. On va juste comprendre. Voilà. On va juste aider à comprendre. Voilà. Après, on aime comprendre. Même pas. Mais moi je suis médecin, donc je veux guérir. Ouais, oui, non, tout à fait. C'est pas, voilà, c'est pas un accident. Oui, guérir. Vous avez un cancer, bah, écoutez, il faut accepter. Hein. Voilà, bon. Quelqu'un d'autre? Non? Personne? Bon. Voilà. Alors, oui. On pourrait continuer en buvant un verre. Voilà. Ah oui, il y a un verre, oui, j'ai oublié. L'alcoolisme, oui, allez-y. Donc on a beaucoup parlé de la colère, de la façon dont ça s'organise, on comprend pas mal de choses. Mais la fin de la colère, alors, il n'y a pas que le repentement, comment elle s'est arrêtée Ouais, et ben, si c'est la colère stricto sensu, elle ne peut pas continuer. Elle s'arrête de fait. Hein, elle s'arrête de fait, elle ne peut pas continuer. Après, comment 7 minutes. Oui, 7 minutes. Après, c'est de voir comment ça va s'articuler. Par exemple, quelqu'un peut s'être mis en colère et puis il dit oh ben écoute, je suis bien content, je me suis mis en colère, ça m'a défoulé. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Dire. Ça fait longtemps quand même que je voulais lui dire, espèce de con, quoi. Je lui ai dit, je suis content. Bon, c'est une fin de colère, soulagement, catharsis, voilà. Bon, c'est pas le plus courant. En général, la colère, on ne peut pas dire que la majorité des gens soient contents après s'être mis en colère. C'est quand même un peu douloureux, c'est quand même un peu fort. Mais bon, ça peut se passer. Et surtout les personnes qui ont du mal à se mettre en colère, on peut dire, ben, voilà, je l'ai fait, je suis bien content. Voilà. Hein. Après, sinon, un classique, ça va dans le ressentiment. Voilà, hein. Après, il y a la colère au coup des claques où il y a des décisions qui sont prises et donc il y a des conséquences de fait hein, d'avoir, voilà, vous avez cassé le nez du voisin, donc là, bah oui, la fin de la colère, c'est que vous allez avoir des petits soucis. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle, si vous voulez, hein, sur la fin de la colère. Mais de toute façon, elle ne peut pas durer. Après, comment elle va se transformer? Il y a différentes manières de se transformer. Voilà. La colère dont vous parliez au tout début, moi je me souviens avoir, je fais parfois des fausses colères. Ah oui, justement pour manifester un état de colère qui est compris d'une... Tout à fait. Alors ça c'est autre chose, j'en ai pas parlé, mais il peut y aussi avoir, avec les enfants, c'est parfois utile justement de faire semblant. Et puis voilà, ils disent est-ce que tu es vraiment en colère? Mais bon, on va dire que ça c'est autre chose, c'est jouer le jeu de la colère. Voilà. Alors, parce que le pot c'est à côté, c'est ça? Non, on va le faire ici. On va le faire ici, d'accord. Pas chauffer à côté, c'est... Alors, ouais. Alors, une petite chose pratique que je voulais dire, parce que bon, on va faire d'autres conférences. Moi, comme maintenant, j'habite à La Chapelle, depuis 2 ans, j'habite à La Chapelle récemment, et puis je fais beaucoup d'ateliers philo par Internet, mais je trouve intéressant, tant qu'à être là, de le faire sur place. Donc, je vais essayer de faire un truc régulier pour les gens qui s'intéressent à la réflexion, à la philosophe, faire des petites choses comme ça sur des thèmes différents. Donc, je suis en train de faire un fichier Internet par mail, donc c'est plus commode. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à être sur mon fichier, parce qu'il y en a qui ont déjà reçu ici, vous me dites, vous m'envoyez un SMS avec votre mail et puis je vous mettrai sur le fichier. Voilà. Je vais vous donner mon téléphone, ceux que ça intéresse, vous m'enverrez un SMS, c'est 0610 84 39 06. Voilà. M'envoyez un SMS avec votre adresse mail et puis je vous tiendrai au courant. 0610, je vous redis.
Sauf si vous avez déjà reçu le mail, donc si vous avez envoyé un mail, vous êtes déjà sur mon fichier. Voilà. Est-ce que vous avez votre nom sur Internet, on nous donne? Alors, je sais pas, mais si j'ai un site internet, vous faites mon nom Oscar Brénifier, j'ai beaucoup de textes, de vidéos, vous pouvez regarder aussi, j'ai beaucoup de vidéos, de textes, vous pouvez regarder sur internet, voilà, sur Google, sur YouTube, voilà. Sur le site de la Chapelle. Oui, sur le site de la Chapelle, oui. Et votre téléphone? 06 10 84 39 06. 06 10 84 39 06, oui. Et si vous avez des thèmes qui vous intéressent, parce que l'avantage de philosopher, on peut parler de n'importe quoi. C'est la vocation. S'il y a un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le proposer. Il ne faut pas que ce soit juste quelque chose de hyper technique. On va parler des enfants autistes. Moi, c'est pas, voilà. C'est un thème général de réflexion sur la vie, sur les relations, sur le sens de la vie, ce que vous voulez. Voilà. Juste, je peux? Comment? Je peux parler? Oui. Et justement, quand on parlait des victimes, de la victime, tout ça, et ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une idéalisation de la victime, de la victimisation. Oui, elle s'idéalise elle-même, vous voulez dire? Hein? La victime s'idéalise. C'est la société. Ah oui, oui. Aujourd'hui, il y a tout à fait. Les médias. Oui, oui. Les médias, les marches blanches. Aujourd'hui, il y a une certaine tendance. Les victimes sont des héros. Oui, oui. Si, aujourd'hui, il y a une certaine tendance. On aime bien les victimes, la vulnérabilité. Oui, tout à fait. Je vais faire. Les victimes sont des